La cicatrice sur le visage d'Elias Holt avait mis fin à bien plus de conversations qu'elle n'en avait jamais commencé. Et il y avait longtemps qu'il s'était fait à l'idée de rester seul. Nous étions en l'an 1874. La ville de Caldwell Creek, au Kansas, se trouvait au bord de la piste du bétail. Elle ressemblait à un os blanchi par le soleil, abandonnée par quelque chose de bien plus grand que lui. C'était une ville qui sentait le cuir et la poussière. Et cette solitude particulière qui s'installe dans un lieu où trop de gens passent et trop peu restent. Les saloons étaient animés, les églises consciencieuses. Et chaque troisième samedi du mois, la salle des fêtes devenait ce que la prairie pouvait produire de plus proche de la magie. Son plancher de pain était balayé, ses lampes à huile brûlaient d'une lueur ambrée. Et un violoniste nommé le vieil Garrett pouvait faire taper la botte d'une veuve en deuil contre le plancher. Elias venait toujours au bal. Les gens trouvaient cela étrange, compte tenu de tout, et ils supposaient qu'il comprenait pourquoi. C'était un homme qui occupait les marges des rassemblements sociaux, comme une ombre occupe le coin d'une pièce. Il arrivait assez tôt pour s'approprier sa chaise contre le mur du fond. Il se versait une unique tasse du thé sucré que Mabel Hutchins apportait toujours dans une carafe en céramique. Et puis il s'asseyait. Il regardait les couples se former, se séparer et tournoyer. Il regardait les enfants se poursuivre sous les tables de rafraîchissement. Il regardait les vieillards se taper dans le dos et les jeunes hommes trouver le courage d'aborder les jeunes femmes. Leurs mères les surveillaient depuis des chaises semblables à la sienne. Et lui, il restait assis, seul. La cicatrice partait de juste sous son œil gauche, décrivant un croissant irrégulier le long de sa mâchoire. Elle s'arrêtait juste au-dessus du coin de sa bouche. Ce n'était pas une cicatrice que l'on pouvait cacher sous le bord d'un chapeau ou dans l'ombre d'une lampe. Elle ne prétendait pas être autre chose que ce qu'elle était, c'est-à-dire le souvenir permanent de la pire nuit de sa vie, écrit dans la chair. Il l'avait eu 7 ans plus tôt, à l'âge de 22 ans. C'était lors d'une transhumance qui avait mal tourné. Un bœuf paniqué l'avait projeté contre le rayon d'une roue de chariot dans l'obscurité. Le fer l'avait attrapé en plein visage. Il avait failli perdre son œil. Il ne l'avait pas perdu et il en était reconnaissant. Mais la gratitude n'effaçait pas la façon dont les gens le regardaient, ni la façon dont ils cessaient de le regarder, ce qui était en quelque sorte pire. Il avait maintenant 29 ans. Il possédait son propre domaine, 40 acres de pâturage correct au nord de la ville. Il y travaillait avec l'aide d'un seul ouvrier agricole. C'était un jeune homme tranquille nommé Pedro, âgé de 18 ans. Il était venu du Texas avec pour seul bien un sac de couchage et la volonté de travailler sans se plaindre. Elias élevait du bétail, un modeste troupeau de 32 têtes, et il débourrait des chevaux à côté pour un peu d'argent supplémentaire. Il n'était pas un homme riche, mais il était stable. Et la terre était payée, ce qui était plus que ce que la plupart des hommes de Caldwell Creek pouvaient dire. Il avait de la réputation d'être juste. Il payait Pedro honnêtement. Il réglait ses dettes au magasin général sans discuter. Et il aidait ses voisins quand l'occasion se présentait, comme c'était toujours le cas à la frontière. Là où une roue de chariot cassée ou un animal malade pouvait devenir une catastrophe en moins d'une semaine. Les gens de Caldwell Creek respectaient Elias Holt. Simplement, ils ne dansaient pas avec lui. Il avait demandé 2 fois, durant les premières années après son installation en ville. La première fois, une femme nommée Clara Briggs avait regardé son visage, puis le sol, et avait dit qu'elle était fatiguée. La deuxième fois, une femme nommée Ruth Appleton avait simplement secoué la tête sans croiser son regard. Après cela, il avait cessé de demander. C'était plus facile de cesser de demander que de porter le poids particulier d'un refus. Ce poids s'installait dans la poitrine différemment d'une tristesse ordinaire. Il était plus lourd et plus précis, comme une pierre placée exactement là où elle ferait le plus de dégâts. Alors, il restait assis. Il regardait. Il buvait le thé sucré de Mabel Hutchins et écoutait le vieil Garrett jouer. Et il se disait chaque fois qu'il venait parce que la musique en valait la peine. Et c'était vrai, la musique en valait la peine. Le vieil Garrett avait un don qui n'appartenait à aucune église ou doctrine particulière. Un don qui rendait simplement l'air plus vaste, plus capable de contenir les choses qu'une personne devait habituellement compresser dans la petite forme gérable d'une journée de travail. Elias restait assis sur sa chaise et laissait la musique faire ce que la musique faisait. Et il était presque content. Presque.
Le bal de septembre de l'année 1874 était plus fréquenté que d'habitude. L'été avait été bon pour les éleveurs et la récolte avait été abondante pour les fermiers. Et quand les gens ont de l'argent en poche, ils sont plus généreux de leur soirée. La salle des fêtes était bondée. Des lanternes avaient été suspendues au chevron. Quelqu'un avait apporté des tournesols dans un seau en fer blanc et les avait placés près de la porte. Toute la pièce sentait légèrement la fin de l'été et l'huile de lampe, et les copeaux de cèdre que quelqu'un avait dispersés sur la piste de danse pour la rendre plus glissante. Elias arriva à son heure habituelle, trouva sa chaise habituelle et se versa sa tasse de thé sucré habituelle. Il remarqua la diligence avant de la remarquer. Elle était arrivée en ville cet après-midi-là, traînant derrière elle de la poussière et le son des cuivres des ornets. Elle avait déposé 4 passagers à l'auberge de Caldwell Creek. C'était le seul établissement de la ville qui s'appelait une auberge sans trop en rougir. Elias était à l'écurie quand elle était arrivée pour récupérer une jument fraîchement ferrée. Il avait regardé les passagers descendre sans grand intérêt. Les passagers de diligence allaient et venaient et avaient rarement quelque chose à voir avec sa vie à lui. Il l'avait remarqué cependant, de la manière dont on remarque quelque chose qui ne cadre pas tout à fait avec ce que l'on regarde. C'était une femme d'à peu près son âge, peut-être 1 an ou 2 de moins. Elle portait une robe de voyage couleur sauge, poussiéreuse de la route, mais clairement de bonne facture. Ses cheveux étaient châtain foncé, relevés de la manière pratique d'une femme qui n'a personne pour s'occuper d'elle. Et son visage était du genre à poser des questions. C'était la seule façon dont il pouvait se le formuler plus tard. Son visage était empreint d'une telle attention qu'on aurait dit qu'elle attendait perpétuellement la réponse à une question qu'elle venait de poser au monde. Ses yeux étaient clairs, d'un gris verdâtre sous le soleil de l'après-midi, et ils avaient parcouru rapidement la rue principale de la ville avec l'efficacité de quelqu'un qui fait l'inventaire. Il avait détourné le regard, ramené la jument à la maison et s'était dit qu'il n'allait pas penser à la femme de la diligence. Il pensa à elle pendant 3 heures avant de s'arrêter. Et maintenant, elle était dans la salle des fêtes. Il la vit franchir la porte pendant la 2e chanson de la soirée. Le vieil Garrett était à mi-chemin d'un reel entraînant et la piste était déjà bondée de couples tournoyants. Elle était avec une autre femme, une des clientes régulières de l'auberge, une veuve nommée Madame Patterson. Elle était à Caldwell Creek pour rendre visite à son fils depuis 3 semaines. Et elle avait apparemment décidé que présenter sa compagne de voyage au bal local était une activité appropriée pour un jeudi soir. L'étrangère à la robe vert sauge se tenait juste à l'entrée et regardait la salle avec ses yeux qui posaient des questions. Et Elias la regardait comme il regardait toujours la salle depuis son coin, depuis sa chaise, derrière le bord de sa tasse. Elle n'était pas d'une beauté conventionnelle, du genre qui fait trébucher les hommes. Elle était quelque chose de plus intéressant que cela, quelque chose qui demandait à être regardé 2 fois, où le second regard révélait des choses que le premier avait manquées. La façon dont elle se tenait, droite mais pas raide, comme si elle avait appris la contenance par la pratique plutôt que d'y être née. Le petit sourire qui jouait au coin de sa bouche, quand un enfant dérapa sur le sol en copeaux de cèdre et faillit entrer en collision avec Madame Patterson. La façon dont elle applaudissait au rythme de la musique, non pas avec gêne, mais sincèrement, parce que la musique valait la peine d'être applaudie. Elias reporta son regard sur sa tasse. Il était doué pour détourner les yeux des choses qui n'allaient pas être à lui. Son nom, il l'apprendrait plus tard, était Nora Calloway. Elle était venue à Caldwell Creek pour une raison à la fois pratique et discrètement désespérée, bien qu'elle ne l'aurait pas décrite ainsi elle-même. Elle avait 27 ans et elle avait passé les 4 dernières années à Saint-Louis à travailler comme comptable pour un marchand de produits secs. Celui-ci était récemment décédé sans laisser de provisions adéquates pour ses employés. C'était une façon polie de dire qu'elle avait perdu son poste et ses revenus la même semaine. Et la ville, sans argent, devenait un tout autre genre d'endroit. Elle avait une cousine à Caldwell Creek, une femme nommée Beth Alderman, dont le mari tenait le magasin d'aliments pour animaux. Et la cousine avait écrit et dit « Viens, il y a de la place, il y a de l'air, et si tu sais tenir un registre, tu trouveras du travail. » Alors Nora était devenue avec son écriture soignée, sa robe de voyage et sa qualité d'attente d'une réponse. Et elle allait construire quelque chose à partir de zéro. C'était à la fois terrifiant et avait-elle décidé quelque part entre Saint-Louis et la prairie du Kansas, discrètement nécessaire. Elle ne s'était pas attendue au bal. Elle ne s'était pas attendue à l'apprécier.
Madame Patterson l'installa près de la table des rafraîchissements avec une tasse de thé sucré et disparut immédiatement dans la foule pour trouver son fils. Et Nora resta là avec sa tasse et ses applaudissements, et regarda la salle se remplir de cette joie décontractée qu'une petite ville génère en abondance quand elle a une excuse. Elle regarda les enfants, elle regarda les vieillards, elle regarda les jeunes couples avec leur distance prudente et leur contact accidentel, et elle sentit la douleur familière de quelqu'un qui a été pratique si longtemps que la douceur ordinaire est devenue quelque chose à observer de l'extérieur. Et puis elle le remarqua. C'était impossible de ne pas le remarquer, à la longue. Pas à cause de la cicatrice, bien qu'elle ait aussi remarqué la cicatrice, clairement et sans sourciller. Car Nora Calloway avait passé 4 ans dans une ville et avait vu des choses plus dures qu'une cicatrice. Elle le remarqua à cause de la qualité de son immobilité. Dans une pièce pleine de mouvements et de bruit, il occupait sa chaise avec une complétude remarquable. Il n'était pas mal à l'aise. Il n'était pas en colère. Il ne jouait pas la distance. Il était simplement présent d'une manière entièrement autonome. Un homme qui avait fait la paix avec sa position particulière et honorait cette paix en restant très immobile à l'intérieur d'elle. Il était grand, elle pouvait le deviner même assis. Ses cheveux étaient foncés, presque noirs, et il les portait un peu longs sous un chapeau qu'il avait repoussé sur sa tête, de la manière facile d'un homme qui n'a personne à impressionner. Ses mains qui reposaient sur ses genoux étaient les mains de quelqu'un qui travaille. De grandes mains, noueuses et burinées, le genre de mains qui pouvaient réparer un piquet de clôture ou calmer un cheval nerveux. La cicatrice était là, descendant sur sa joue gauche comme un point d'interrogation couché sur le côté. Elle la regarda sans détourner les yeux, de la même manière directe qu'elle regardait tout. Car elle avait découvert en 27 ans que les choses devenaient plus grandes quand on refusait de les regarder, et plus petites et simplement d'elles-mêmes quand on le faisait. Elle le regarda rester seul pendant la 3e chanson et la 4e. Elle regarda une femme s'arrêter près de lui comme si elle hésitait, puis continuer son chemin. Elle le regarda remplir sa tasse sans lever les yeux, avec l'économie exercée de quelqu'un qui a fait la même chose de nombreuses fois. Nora Calloway n'était pas impulsive. Elle était, par nature et par l'éducation de 4 années de comptabilité minutieuse et de survie prudente, une personne réfléchie. Elle pensait avant d'agir. Elle considérait les conséquences. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il était assis. Pas vaincu, pas amer, juste seul avec une complétude qui avait la qualité de quelque chose qui durait depuis trop longtemps. Et elle posa sa tasse. Elle traversa la pièce. Elle dut contourner un couple qui tournoyait, puis le territoire du violoniste. Et elle se rendit compte dans les derniers pas qu'elle ne savait pas vraiment ce qu'elle allait dire. Elle savait qu'elle allait dire quelque chose. Le savoir venait d'avant les mots, ce qui était inhabituel pour elle, et elle mit cela de côté pour y réfléchir plus tard. Il ne la vit pas venir. Il regardait la piste de danse avec l'attention particulière de quelqu'un qui a appris à trouver du plaisir dans l'observation, et donc elle arriva au bord de son espace sans prévenir. Et il leva les yeux, et elle eut une demi-seconde pour voir la façon dont son expression changea. D'une attention ouverte à cet arrangement gardé particulier que les gens portent quand ils ont été regardés avec méchanceté assez souvent pour que le regard devienne une chose à laquelle il faut se préparer. Elle ne le regarda pas avec méchanceté. Elle le regarda avec son visage qui posait des questions et ses yeux directs, et elle dit « J'ai entendu dire que la prochaine danse serait une valse. J'ai espéré une valse toute la soirée et je n'ai pas de partenaire. M'accorderiez-vous cette gentillesse ?» Le silence qui suivit dura environ 3 secondes. Pour Elias Holt, il parut considérablement plus long. Il la regarda. Il regarda son visage pour voir ce qu'il y avait derrière les mots. Car il avait été dans le monde assez longtemps pour comprendre que les gens pouvaient dire des choses avec des voix qui signifiaient tout autre chose. Et il n'était pas prêt à être une plaisanterie. Mais son visage ne contenait rien qui ressemblait à une plaisanterie. Elle le regardait en retour avec une honnêteté directe et simple, et ses yeux gris-vert posaient une question sincère. Et après 3 secondes qui s'étirèrent, longues et transparentes comme la lumière d'été à travers une fenêtre, Elias Holt dit « Je ne suis pas un très bon danseur. »« Moi non plus, dit-elle. Cela fait de nous un couple assorti. » Il la regarda un instant de plus, puis lentement, il se leva. Il était en effet grand. Nora recalibra tandis qu'il se levait de sa chaise. Au moins 6 pieds,
large d'épaules, avec les mouvements délibérés de quelqu'un qui avait appris à n'occuper que l'espace nécessaire. Ce qui soupçonnait-elle était souvent moins d'espace que ce qui lui était dû. Le vieil Garrett, peut-être par coïncidence ou peut-être par un instinct bienveillant que les vieux violonistes développent après des années à observer les êtres humains s'arranger autour de la musique, commença une valse. C'était une valse lente, du bon genre, celle qui crée un espace autour du couple à l'intérieur. Elias plaça une main à sa taille avec une prudence presque formelle, et elle prit son autre main, et ils commencèrent à bouger. Il n'avait pas menti sur sa façon de danser. Il était compétent mais prudent, s'en tenant à un simple pas de Bunny's. Elle le suivit sans commentaire, car elle n'était pas venue pour le corriger. Elle était venue pour des raisons qu'elle était encore en train de démêler, et le démêlage était plus facile en mouvement. « Je ne vous ai jamais vu auparavant, dit-il après qu'ils eurent complété un lent circuit. « Je suis arrivé aujourd'hui, dit-elle, de Saint-Louis. Je loge chez ma cousine Beth Alderman. La femme de Tom Alderman, dit-il, et elle vit le classement mental immédiat que les gens des petites villes faisaient toujours, reliant une nouvelle personne à la carte connue. C'est exact, je suis Nora Calloway. Elias Holt, dit-il, puis, après une pause qui contenait une certaine qualité de risque calculée, j'ai une propriété au nord de la ville. Un ranch? Demanda-t-elle. 40 acres, du bétail principalement, quelques chevaux. Cela semble être un travail difficile, dit-elle. Ça l'est, acquiesça-t-il sans plainte ni fierté, juste la simple reconnaissance d'un fait. Ils dansèrent pendant toute la chanson. Vers la fin, Nora prit conscience qu'on les observait. Pas de manière ostentatoire, pas de manière impolie, mais de la façon dont une petite ville observe quelque chose de nouveau, avec l'attention de bas niveau de personnes qui traînent de nouvelles informations. Cela ne la dérangeait pas d'être observée. Elle était dérangée pour lui par la texture particulière de cette observation, qui contenait une qualité de surprise. Comme si la vue d'Elias Holt dansant avec quelqu'un était le genre de chose qui nécessitait d'être classée dans une catégorie entièrement nouvelle. Quand la chanson se termina, ils s'écartèrent avec la distance polie de deux personnes qui viennent de partager quelque chose d'un peu plus grand que ce qu'elles avaient prévu. « Merci », dit-il, et sa voix avait légèrement changé. Une partie de la garde s'étant relâchée au cours de 3 minutes de musique. « C'est moi qui devrais vous remercier, dit-elle. Je pensais vraiment ce que j'ai dit à propos de vouloir une valse. » Il la regarda avec ses yeux sombres qui étaient doués pour regarder les choses de près. Et elle le regarda en retour avec son visage qui posait des questions. L'échange dura assez longtemps pour être quelque chose, bien qu'aucun d'eux ne l'ait nommé. « Puis-je vous chercher une autre tasse de thé? » demanda-t-il. « Oui, dit-elle, s'il vous plaît. » Ils passèrent le reste de la soirée à la table des rafraîchissements, sans danser à nouveau, mais en parlant. Il n'était pas un homme qui parlait facilement, découvrit-elle, mais c'était un homme qui parlait honnêtement, ce qu'elle appréciait considérablement plus. Il lui parla du ranch de la manière simple de quelqu'un qui décrit sa vie quotidienne. Les matins précoces, la difficulté particulière de garder le bétail en bonne santé pendant un hiver du Kansas, la satisfaction d'un cheval difficile qui devenait gérable sous un travail patient. Elle lui parla de la comptabilité, du marchand, de la sensation particulière d'avoir une ville qui se referme derrière soi comme une porte. « Elle vous manque? » demanda-t-il. « La ville? » Elle y réfléchit sincèrement avant de répondre, ce qu'il remarqua. « Avoir un travail compris me manque, dit-elle. Le reste ne me manque pas beaucoup. »« Tom Alderman aurait besoin de quelqu'un pour ses livres, dit-il. Il les tient lui-même et il n'est pas doué pour ça. » Elle rit. C'était un vrai rire, non fin, et il changea son visage d'une manière remarquable, l'ouvrant, libérant l'arrangement prudent qu'il maintenait habituellement. Beth dit la même chose dans sa lettre. « Je vais aller lui parler lundi. Et vous en sera reconnaissant, » dit Elias. Puis, comme si l'honnêteté de la soirée avait encore relâché quelque chose, « J'aurais bien besoin de quelqu'un pour les miens, aussi, les livres, je veux dire. Mes registres sont un désastre. » Elle le regarda par-dessus le bord de sa tasse. Est-ce une proposition professionnelle? Il y avait quelque chose dans l'air entre eux qui était léger, prudent et nouveau. L'atmosphère particulière de deux personnes qui viennent de découvrir que l'autre vaut la peine qu'on lui prête attention, et aucun d'eux ne sait encore tout à fait quoi faire de cette découverte. « Ça pourrait l'être, dit-il. Alors je garderai ça à l'esprit, dit-elle.
Madame Patterson la trouva finalement et déclara qu'il était temps de retourner à l'auberge. Nora posa sa tasse, lissa sa robe et se tourna pour dire bonsoir. Il se tenait là, son chapeau à la main, ce qui, pensa-t-elle, était la posture la plus vulnérable qu'elle lui ait vue. Il y avait quelque chose dans le fait de tenir le chapeau plutôt que de le porter qui le faisait paraître moins cuirassé. C'était une bonne soirée, dit-elle. Oui, ça l'était, acquiesça-t-il, et la simplicité de cette phrase, l'absence de toute performance ou qualification, fit la chose la plus honnête qu'elle ait entendue depuis longtemps. Elle dormit bien à l'auberge cette nuit-là, d'une manière dont elle n'avait pas dormi depuis plusieurs mois. Il rentra chez lui à cheval sous un ciel si plein d'étoiles qu'il en paraissait architectural. Il pensa à la façon dont elle avait traversé la pièce vers lui, directe et sans hésitation, et à la qualité particulière de son regard, qui avait été intéressé plutôt que compatissant et curieux plutôt que prudent. Il pensa à la valse. Il pensa à son rire. Il était au magasin d'aliments pour animaux le lundi matin. Non pas parce qu'il avait besoin d'aliments, car Pedro avait vérifié les réserves de la semaine dernière et tout allait bien, mais parce qu'il avait une question sur les prix d'hiver qui était absolument sincère et n'avait rien à voir avec toute autre considération. Tom Alderman était derrière le comptoir, un homme au visage large d'une quarantaine d'années, avec un bon cœur et l'expression légèrement harcelée de quelqu'un qui tenait ses propres livres depuis trop longtemps. Et là, au petit bureau dans le coin du magasin, qui avait auparavant abrité une chaise cassée, se trouvait Nora Calloway. Un registre ouvert devant elle, une plume à la main et son visage qui posait des questions, appliqué avec une force évidente à la catastrophe de la comptabilité de Tom Alderman. Elle leva les yeux quand la porte s'ouvrit. « Monsieur Holt, dit-elle. « Mademoiselle Calloway, dit-il. » Tom Alderman regarda de l'un à l'autre avec l'antenne intuitive d'un homme marié depuis assez longtemps pour reconnaître une certaine condition atmosphérique. Il ne dit rien, ce qui était très sage. Elias posa sa question sur les prix d'hiver. Tom y répondit. La transaction dura 4 minutes et fut en surface, tout à fait banale. En partant, Elias s'arrêta, la main sur la porte, et dit sans se retourner. Tom a ses jeudis après-midi de libre si vous vouliez jeter un œil à ses livres de ranch. Je pourrais les apporter. Il y eut une petite pause en provenance du bureau du coin. Jeudi après-midi, c'est parfait, dit-elle. Il partit sans se retourner, ce qui fut peut-être la chose la plus difficile qu'il ait faite de toute l'année. Son instinct était de se retourner pour vérifier, pour s'assurer que la chose qu'il pensait réelle l'était vraiment. Mais il avait appris, au cours de la longue et spécifique éducation d'être Elias Holt, que regarder trop intensément quelque chose que l'on désire avait tendance à l'effrayer. Alors il laissa la porte se refermer derrière lui et retourna à son cheval, avec le calme maîtrisé d'un homme qui prétend ne pas ressentir ce qu'il ressent. Il apporta les livres du ranch le jeudi. Ils étaient, comme il l'avait décrit, un désastre. Pas les registres d'un homme malhonnête, nota-t-elle immédiatement, mais les registres d'un homme qui avait fait sa propre comptabilité sous la contrainte de 40 acres, 32 tailles de bétail, un ouvrier agricole et pas de temps. Les chiffres étaient tous là, quelque part. Il fallait juste les trouver. Elle passa 3 heures à trier ses papiers au bureau du coin pendant qu'il était assis sur la chaise en face d'elle et répondait à ses questions sur les dates et les montants. Il était patient. Il se souvenait des choses avec précision et admettait clairement quand ce n'était pas le cas, ce qui facilitait son travail. Tom Alderman leur apporta du café à un moment donné avec la désinvolture étudiée d'un homme essayant d'être invisible. « Vous avez vendu 4 têtes en juin, demanda-t-elle. 3 en juin, 1 en juillet, dit-il. J'ai noté les 2 en juin. Je sais, je suis en train de corriger. Elle fit la correction d'un trait de plume net et économique. Vos finances sont en fait en meilleure forme que vos registres ne le laissent paraître. Il sembla sincèrement surpris. À quel point meilleur? Elle tourna le registre et lui montra la colonne corrigée. Il se pencha en avant pour la regarder, ce qui le rapprocha d'elle plus qu'il ne l'avait jamais été. Et elle fut consciente de la proximité de la manière dont les gens le sont quand la proximité porte une charge qu'elle n'avait pas auparavant. « Je reviendrai jeudi prochain, dit-elle. Il faudra quelques séances pour tout remettre en ordre correctement. »« J'apprécierais cela, dit-il. Il hésita. « Puis-je vous raccompagner à l'auberge après ?» Elle le regarda. Il la regarda. La patience particulière de la question fut ce qu'elle remarqua.
La façon dont elle était offerte et non exigée, la façon dont il accepterait un non sans changer d'expression. Oui, dit-elle, ce fut le premier de nombreux jeudis après-midi. Beth Alderman, qui était une femme chaleureuse et perspicace avec la franchise pratique de quelqu'un élevé à la frontière du Kansas, remarqua le changement chez Nora dès la deuxième semaine. Elle prenait leur petit déjeuner dans la cuisine des Alderman, qui était la meilleure pièce de la maison, chaude et sentant le café et les herbes séchées que Beth suspendait aux poutres du plafond à la fin de l'été. Et Beth observait Nora de la manière dont une femme observe quelqu'un qu'elle aime quand cette personne porte quelque chose de nouveau. Tom dit qu'Elias Holt vient tous les jeudis, dit Beth. Il fait faire ses comptes, dit Nora. Les comptes de Tom sont faits depuis 2 semaines, dit Beth. Nora regarda sa tasse de café. C'est un homme bon, dit Beth, et sa voix était prudente et gentille, comme elle l'était quand elle n'allait pas dire le reste de ce qu'elle pensait. Je sais qu'il l'est, dit Nora. Les gens de cette ville ne le voient pas toujours, dit Beth, parce qu'ils sont stupides. Mais je veux que tu saches que moi, je le vois. Tom aussi. Nora leva les yeux. Je le vois, dit-elle, et sa voix avait une qualité qu'elle n'avait pas entièrement voulu, quelque chose de vulnérable que la chaleur de la cuisine avait fait sortir d'elle. Beth sourit, versa plus de café et changea de sujet, car elle était assez intelligente pour savoir quand le faire. Elias, de son côté, naviguait sur le territoire inhabituel du désir. C'était inhabituel car il avait passé 7 ans à se sentir à l'aise avec le non-désir. Ou plutôt, avec le désir des choses qu'il avait déjà, la terreur, le travail et les soirées tranquilles sous un grand ciel. Il avait fait de cette suffisance toute la structure de son contentement. Et cela avait fonctionné. Et maintenant, il y avait une fissure dans la structure, et à travers la fissure passait une lumière d'un genre qu'il n'était pas sûr de savoir comment gérer. Il en parla à Pedro de manière détournée, un soir où il réparait une clôture dans le pâturage nord et que la lumière devenait dorée sur l'herbe. Pedro était un jeune homme de peu de mots et d'excellents instincts, et il écouta la version détournée de la chose sans l'interrompre. « Elle vous plaît ?» demanda Pedro quand Elias eut fini. « Oui, dit Asia, assis quand il est là. » Alors dites-le lui, si Alice, dites-lui, dit Pedro de la manière directe d'un jeune de 18 ans qui n'a pas encore accumulé assez de déception pour que la franchise paraisse dangereuse. Ce n'est pas si simple, dit Elias. Pedro enfonça une agrafe de clôture avec 3 coups de marteau efficaces et dit « Pourquoi pas ?» Elias y réfléchit assez longtemps pour que Pedro finisse la section de clôture avant de répondre. « Parce que je suis assis seul à ces balles depuis 5 ans, dit Elias. Et elle est la première personne à être venue me demander de danser. Et je ne sais pas si cela signifie ce que je voulais que cela signifie, ou si je suis juste l'objet de la gentillesse d'une personne qui a eu pitié. » Pedro se redressa et le regarda avec ce genre d'évaluation lucide dont les jeunes sont capables avant que l'expérience ne leur apprenne à tout compliquer. « Elle revient tous les jeudis, dit-il. Vos livres sont en ordre depuis 2 semaines. Ce n'est pas de la pitié, c'est autre chose. » Elias ramassa son marteau. « Tu as 18 ans, dit-il. J'ai 18 ans et j'ai raison, dit Pedro et il retourna à la clôture. Le jeudi suivant, après que les livres furent fermés et les tasses de café mises de côté, et que Tom Alderman eut disparu avec sa ponctualité opportune caractéristique, Elias raccompagna Nora vers l'auberge par le chemin le plus long. Cela ajoutait peut-être un quart de mille et les faisait passer devant la petite église de la ville et son jardin de zinnias à floraison tardive. Ils étaient d'orange, jaune et de rouge profond du sang séché et étaient, dans les faibles lumières du début de soirée, vraiment magnifiques. Ils parlaient depuis près d'1 heure, la conversation facile et continue qui se développe entre 2 personnes qui ont découvert qu'elles pensent de manière compatible, quand Elias s'arrêta à la porte du jardin de l'église. « Je veux dire quelque chose, dit-il, et je veux le dire clairement. » Nora s'arrêta, elle se tourna pour lui faire face. La lumière du soir rendait tout généreux. Les zinnias, la porte blanche et lui, trouvant les bons angles. « Je sais de quoi j'ai l'air, dit-il. Je sais que ce n'est pas ce que la plupart des gens choisiraient de regarder pendant le souper pour le reste de leur vie, et je ne demande rien. Je veux juste dire que ces jeudis après-midi ont été la meilleure partie de ma semaine depuis septembre, et je ne voulais pas laisser cela passer sous silence parce que je suis trop prudent pour le dire. » Elle le regarda longuement, de la manière dont elle regardait les choses, complètement et sans sourciller. « Elias, dit-elle,
J'ai traversé une pièce pleine de gens que je ne connaissais pas pour vous demander de danser. Je ne suis pas une personne qui fait ce genre de choses sur un coup de tête. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Il comprit. J'aimerais venir au ranch, dit-elle, si vous êtes d'accord pour me le montrer. J'aimerais voir la chose que vous avez construite. Samedi, dit-il, si cela vous convient. Samedi me convient, dit-elle. Elle était là à 10 heures du matin, arrivant avec Tom, qui avait une livraison à faire à une ferme voisine. Il la déposa à la porte de la propriété, avec la désinvolture élaborée d'un homme prétendant ne pas avoir été manœuvré dans ce rôle par sa femme. Le ranch n'était pas beau de la manière dont les peintures de la frontière étaient belles. C'était la beauté du fonctionnel, d'un lieu où chaque élément existait parce qu'il était nécessaire. La grange basse avec son bon toit solide, le corral où 3 chevaux se tenaient au soleil du matin, la tête par-dessus la barrière. La maison elle-même, modeste et carrée, avec un porche qui courait sur toute la longueur de la façade et une excellente vue sur le pâturage nord. C'était la beauté d'un homme qui avait mis ses mains à l'ouvrage pendant des années et l'avait fait fonctionner. Nora le parcourut et sentit à chaque instant la preuve de ce travail, et le trouva plus impressionnant que la plupart des choses qu'elle avait vues dans les villes. Elias lui montra tout avec la fierté tranquille de quelqu'un qui a gagné le droit d'être fier sans tout à fait se le permettre. Il lui montra les chevaux, y compris la jument avec laquelle il travaillait actuellement, une jeune grise avec une seule balzane blanche, qui commençait tout juste à comprendre que le contact humain pouvait être une chose calme. Il lui montra le bétail, désignant des animaux individuels avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait chacun par son caractère particulier. Il lui montra le potager que Pedro entretenait avec le sérieux d'un jeune homme qui a connu la faim et ne prend pas la nourriture pour acquise. Et puis ils s'assirent sur le porche et il fit du café qui était meilleur qu'elle ne l'avait prévu. Et ils s'assirent dans le silence du matin avec la prairie s'étendant devant eux comme une conversation trop vaste pour être interrompue. J'ai pensé à ce que vous avez dit au bal, dit Elias, sur le fait de construire quelque chose à partir de zéro, que ce soit terrifiant ou nécessaire. Elle le regarda. Les deux, dit-elle. Je voulais dire les deux. Ceci, dit-il, désignant le ranch, le pâturage, le ciel au-dessus de la prairie du Kansas. Ceci m'a pris 5 ans à construire à partir de rien. C'était terrifiant et nécessaire. Il fit une pause. Je comprends ce sentiment. J'imagine que oui, dit-elle. Ils restèrent assis sur le porche pendant 2 heures de plus, le café refroidit, et aucun d'eux ne se leva pour le réchauffer. Pedro revint de son travail du matin et salua Nora d'un coup de chapeau avec la courtoisie grave d'un jeune homme s'efforçant d'être invisible, ce qui la fit sourire. Et quand elle surprit Elias la regardant sourire, il ne détourna pas le regard, ce qui était nouveau. Il s'était entraîné à ne pas détourner le regard. Tom revint la chercher en début d'après-midi. Elle rassembla ses affaires là où elle les avait posées sur la balustrade du porche et se tourna pour dire au revoir. Elias se tenait de nouveau son chapeau à la main, comme il l'avait fait au bal, cette posture vulnérable. « Samedi prochain? » demanda-t-il. « Oui, dit-elle. Le bal d'octobre arriva, le 3e samedi du mois, et la salle des fêtes sentait la cannelle cette fois-ci parce que Mabel Hutchins avait fait de la pâtisserie. Les lanternes étaient les mêmes, mais la lumière semblait différente dans l'air plus frais, plus chaude et plus ambré. Elias arriva à son heure habituelle. Il n'alla pas à sa chaise habituelle. Nora était déjà là, debout avec Beth près de la table des rafraîchissements, portant une robe d'un vert profond comme les aiguilles de pain. Elle le vit entrer, et son visage fit cette chose, l'ouverture, et il traversa la pièce, ce qui était quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. « Mademoiselle Calloway » dit-il, et la formalité était une performance à laquelle aucun d'eux ne croyait plus, une petite courtoisie qu'il maintenait pendant que la réalité rattrapait les mots. « Monsieur Holt » dit-elle, répondant avec la même précision. Beth Alderman prit son verre de punch et s'éloigna avec une discrétion presque comique dans sa rapidité. « La première chanson sera un reel, dit-il. »« Je sais, dit-elle, et ensuite une valse. »« J'espérais, dit-il, que vous voudriez peut-être toutes les danser. » Elle le regarda avec toute son attention, et la qualité interrogative de son visage avait changé, s'était résolue en quelque chose de plus posé. Comme si la question avait été posée et la réponse reçue, et que le visage était maintenant engagé dans un projet différent et meilleur. Toutes, acquiesça-t-elle. Ils les dansèrent toutes. Le reel,
qu'ils réussirent avec plus d'enthousiasme que d'habileté. La valse qui était meilleure que la première, car ils avaient appris les rythmes de l'autre au cours du mois, et cela se voyait. Une polka qui était franchement peu digne et qui les fit rire si fort qu'ils durent quitter la piste un instant pour se reprendre. Un morceau lent vers la fin de la soirée où le vieil Garrett se pencha sur son violon avec une tendresse particulière qu'il réservait à la dernière chanson. Celle qu'il jouait toujours quand l'huile de la moitié des lampes s'épuisait, que les enfants s'étaient endormis sur les genoux de leur mère et que la soirée se distillait jusqu'à sa qualité la plus essentielle. Ils se balancèrent plus qu'ils ne dansèrent pendant la dernière chanson. Il n'y avait presque plus d'espace entre eux maintenant. La distance formelle et prudente de la première valse s'était réduite au cours de la soirée. Pas à la hâte, pas en un seul moment décisif, mais de la manière graduelle et inévitable de deux personnes qui découvrent que l'espace entre elles n'est pas nécessaire. « Je n'ai jamais dansé toute une nuit de ma vie, » dit-il doucement. « Moi non plus, » dit-elle. Sa main avait glissé de la position formelle à sa taille à quelque chose qui n'était pas du tout formel, une pression chaude et certaine qui disait « Je sais où je suis et je veux être ici. » Elle ne s'en écarta pas. « Je pense, » dit-il, puis il s'arrêta. Oui, elle baissa les yeux vers elle. La cicatrice était visible, comme elle l'était toujours, comme elle le serait toujours, un fait permanent de son visage et de sa vie. Elle la regarda avec la même franchise que la nuit où elle avait traversé la pièce, sans drame particulier, juste un regard honnête. « Je pense que j'aurais dû commencer à danser il y a longtemps, » dit-il. Elle lui sourit, la version complète, celle qui ouvrait entièrement son visage. « Vous attendiez la bonne partenaire, » dit-elle. Quand la dernière chanson se termina et que les lampes furent baissées, ils sortirent dans la nuit d'octobre. L'air avait le tranchant net et propre du changement de saison, et les étoiles brillaient avec l'abondance particulière de l'automne dans la prairie du Kansas. Ils restèrent un moment sur le porche de la salle des fêtes, et leur souffle formait de petits nuages. Il tenait toujours sa main, ce qui s'était produit si progressivement pendant la sortie que ni l'un ni l'autre n'avaient pris de décision spécifique à ce sujet. Il baissa les yeux sur leurs mains jointes, puis sur son visage. « Nora, » dit-il, et sa voix avait la qualité de quelque chose qu'il avait porté pendant un certain temps et qu'il avait finalement décidé de déposer. « Je sais, » dit-elle. Il se pencha lentement, lui donnant toute possibilité de reculer, ce qu'elle ne fit pas, et elle le rejoignit à mi-chemin, ce qui était le geste le plus honnête auquel elle pouvait penser. Et il l'embrassa dans la nuit d'octobre devant la salle des fêtes, tandis que le violon du vieil Garrett se taisait à l'intérieur et que les étoiles suivaient leur longue course au-dessus d'eux. C'était un baiser doux, pas hésitant, mais prudent, comme il faisait la plupart des choses, avec la compréhension que certaines choses méritent d'être traitées avec soin. Et quand il releva la tête, elle était toujours proche et ses yeux étaient ouverts. L'expression sur son visage était une pour laquelle il n'avait pas encore de mots, bien qu'il soupçonnât qu'il finirait par le trouver. « Je vais vous demander quelque chose, » dit-il. « Demandez, » dit-elle. « Voudriez-vous souper avec moi au ranch? Pedro est un cuisinier étonnamment correct. » Elle rit, et le rire monta dans l'air d'octobre, et fut brièvement visible comme de la chaleur, et elle dit oui. Les soupers devinrent un arrangement régulier. Chaque dimanche après le service religieux, auquel Nora assistait avec Beth et Tom, et auquel Elias se joignait avec la conscience de soi légèrement inconfortable, d'un homme qui avait mené sa propre pratique religieuse privée pendant des années et trouvait la version de groupe un peu déroutante. Ils se rendaient ensemble au ranch à cheval. Pedro cuisinait. Il était, comme annoncé, un cuisinier étonnamment correct, capable de produire des choses extraordinaires à partir de matériaux limités. Et il les servait avec la fierté grave de quelqu'un qui a décidé que c'est l'une des façons dont il se rendra utile dans le monde. Puis il disparaissait avec une efficacité remarquable. Elias regardait Nora dans la cuisine de sa maison, et quelque chose changea d'une manière à la fois alarmante et profondément silencieuse. Elle se déplaçait dans l'espace comme si elle pouvait s'y imaginer en permanence. Elle passait ses mains sur le comptoir et regardait par la fenêtre la vue avec une expression qui avait la qualité d'une mesure. Pas calculatrice, mais la mesure instinctive d'une personne qui calibre si un lieu pourrait devenir un foyer. Il avait peur de demander directement. Il n'était pas, par nature, un homme lâche, mais cette demande particulière portait un poids qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Le poids d'un homme qui a passé des années à se croire catégoriquement en dehors de certaines choses,
demandant si peut-être la catégorie avait changé. C'est en novembre qu'il demanda. L'hiver commençait à s'annoncer, l'herbe prenant la couleur du blé, les matins portant un givre qui faisait scintiller les barrières de clôture. Et ils étaient assis sur le porche après le souper, dans leurs manteaux, car aucun d'eux n'était prêt à rentrer et à mettre fin à la soirée. Et le ciel était de cette nuance particulière de violet profond qu'il prenait juste après la tombée de la nuit à la fin de l'automne. « Je veux te demander quelque chose, dit-il, et je veux le demander clairement parce que je ne sais pas comment le demander d'une autre manière. » Elle se tourna pour le regarder. Ils étaient assis côte à côte sur les deux chaises en bois du porche, assez proches pour que leurs épaules se touchent presque. « J'ai pensé à l'avenir, dit-il, et au genre d'avenir qu'un homme comme moi peut honnêtement offrir. Et je reviens toujours à la même réponse, qui est que j'ai de la terre, j'ai du travail, et j'ai la volonté de faire quelque chose de bien, et je crois que je t'aime. » Il s'arrêta. « Je sais que je t'aime. Je le sais depuis le bal, mais je voulais être honnête sur ce à quoi cela ressemble, du côté pratique avant de dire le reste. » Elle le regardait avec ses yeux gris-vert clair, et son visage avait de nouveau cette qualité posée, cette qualité résolue. « Quel est le reste? » demanda-t-elle doucement. « Veux-tu m'épouser, Nora? » La pause dura 4 secondes. Il les compta. « Oui, dit-elle, je veux bien t'épouser. » Il expira un long et sincère soulagement, comme s'il avait retenu sa respiration depuis septembre, ce qui d'une manière essentielle était le cas. Il tendit la main et prit la sienne, et elle entrelaça ses doigts dans les siens, avec la certitude facile de quelqu'un qui a pris une décision et ne la remet pas en question. « Je devrais te dire quelque chose aussi, dit-elle. »« Dis-moi, dit-il. J'ai pris ma décision il y a environ 3 semaines, dit-elle. Je ne voulais juste pas le dire avant toi parce que tu avais besoin d'y arriver par toi-même. » Il la regarda. « 3 semaines, dit-il. Le dimanche où Pedro a fait le poulet en ragoût et où tu m'as aidé à monter sur la barrière pour que je puisse voir le troupeau. Et tu n'as pas lâché ma taille même après que j'ai été stable, dit-elle. C'est à ce moment-là que j'ai su. » Il pensa à ce dimanche. Il pensa au fait de ne pas lâcher sa taille. « Je n'étais pas sûr que tu le remarquerais, dit-il. »« J'ai tout remarqué, dit-elle, et sa voix était chaude et sans ambiguïté, et il la crut complètement. Ils l'annoncèrent à Beth et Tom le lendemain matin. Beth pleura, les larmes franches et simples de quelqu'un qui est sincèrement heureux. Et Tom serra la main d'Elias avec les siennes et lui tapa sur l'épaule à la manière d'un homme qui n'a pas les mots, mais qui a assez de force de sentiment pour communiquer sans eux. Pedro, quand Elias le lui dit ce soir-là, dit « Je vous l'avais dit », avec la satisfaction sereine d'un jeune de 18 ans qui a eu raison sur quelque chose. Et puis il sourit, ce qui était l'une des choses rares et bonnes chez Pedro, la façon dont son visage se transformait quand il se permettait d'être purement heureux. Le mariage fut fixé à la fin de janvier, ce qui leur laissait du temps. Nora emménagea au ranch à la fin de novembre, ce qui fut considéré par certains membres de la ville comme légèrement irrégulier, par Beth et Tom comme tout à fait sensé, et par Elias comme le meilleur arrangement qu'ils pouvaient imaginer. Elle apporta sa malle de voyage et ses livres, 3 d'entre eux, qui étaient venus de Saint-Louis, et étaient le genre de volume qu'une personne transporte parce qu'ils sont nécessaires plutôt que simplement décoratifs. Elle apporta son écriture soignée, sa qualité d'attention et son rire qui ouvrait tout son visage, et elle s'installa au ranch avec l'efficacité pragmatique de quelqu'un qui sait comment commencer. Elle réorganisa la cuisine. Il ne s'y opposa pas. Elle créa un système de classement approprié pour les comptes du ranch. Il lui en fut reconnaissant. Elle lui dit, un soir pendant qu'il mangeait, que le pâturage nord pourrait probablement supporter 12 têtes de plus si le drainage était amélioré. Elle lui dessina un simple diagramme de l'endroit où elle pensait que le travail devait être fait, et c'était correct. Il le regarda un moment, puis la regarda. « Où as-tu appris des choses sur le drainage? » demanda-t-il. « J'ai grandi dans une ferme en Ohio jusqu'à mes 16 ans, dit-elle, avant que mon père ne nous emmène à Saint-Louis. »« Tu ne me l'as jamais dit, dit-il. »« Tu ne me l'as jamais demandé, dit-elle, et il y avait un sourire derrière cela. Il demanda après ça. Il demanda des nouvelles de la ferme, de l'Ohio, de son père et de sa mère, décédés quand elle avait 12 ans, et de la solitude particulière d'être sans mère dans un foyer avec un père qui faisait son deuil en travaillant. Elle lui raconta ces choses de la manière égale et honnête dont elle lui racontait tout, sans les rendre plus grandes qu'elles n'étaient, mais sans les rendre plus petites non plus.
Et il écouta avec toute l'attention d'un homme qui comprend que l'histoire d'une personne n'est pas accessoire à l'amour qu'on lui porte. Elle posa des questions sur la cicatrice, pas de la manière dont les gens l'avaient faite auparavant, s'ils l'avaient faite, c'est-à-dire avec un mélange de curiosité morbide et de sympathie feinte. Elle posa la question comme elle posait toutes les questions, comme une question directe qui méritait une réponse directe. Il lui parla de la transhumance. Il lui parla de l'obscurité, du bœuf paniqué, de la roue de chariot et de la nuit qu'il avait passée dans une tente dans la prairie, avec une prise à peine consciente sur les détails de sa propre survie. Il lui parla de son arrivée dans une ville et de la façon dont les visages des gens changeaient quand ils le regardaient, et du long ajustement pour apprendre à vivre dans l'inconfort des autres. Il le raconta simplement, sans drame ni amertume, car c'étaient les vraies couleurs de l'histoire, et il n'allait pas la peindre différemment pour elle. Quand il eut fini, elle tendit la main sur la table et posa sa main sur la sienne. « Merci de me l'avoir dit, » dit-elle. « Merci d'avoir demandé, » dit-il. Décembre apporta le genre de froid dont la prairie du Kansas est capable, qui n'est pas un froid poli, mais un froid sérieux. Le ranch nécessitait le travail supplémentaire de l'alimentation hivernale, de la surveillance des animaux et de l'entretien de l'approvisionnement en eau contre le gel. Elias travaillait de longues journées et rentrait au crépuscule avec les mains froides et l'odeur du foin et des chevaux. Et Nora avait le poêle allumé et le repas prêt. Non pas parce que c'était les seules choses qu'elle était, mais parce que c'était l'une des choses qu'elle choisissait d'être dans cette vie spécifique, et le choix rendait cela différent de l'obligation. Il y eut un soir en décembre, 2 semaines avant Noël, où un vent du nord souffla et le vent fut extraordinaire. Le genre de vent qui fait qu'une maison semble être en pleine dispute avec la météo. Et ils étaient assis ensemble près du poêle, elle lisant à voix haute un de ses 3 livres pendant qu'il réparait un morceau de harnais. Et Pedro dormait dans la petite pièce à côté de la cuisine qui était devenue sa chambre. Et le ranch les tenait tous au chaud et en sécurité contre le froid. Et Elias regarda la femme qui lui lisait à la lueur de la lampe et pensa que c'était ce que l'on ressentait quand une vie arrivait à ce qu'elle était censée être. Il lui dit cela bien plus tard, après que la lecture fut terminée, le harnais réparé et le vent légèrement calmé. Ils étaient allongés dans le noir avec la proximité particulière de 2 personnes qui ont pris leur décision et ne la reconsidèrent pas. « Qu'est-ce que l'on ressent ?» demanda-t-elle doucement. « C'est solide, » dit-il, comme quelque chose qui ne va pas se défaire. Elle resta silencieuse un moment, puis elle dit, « J'ai ressenti ça dès la première nuit sur le porche du bal, quand tu t'es levé de ta chaise. »« Sitôt que ça, » dit-il. « Sitôt que ça, » confirma-t-elle. « J'ai pensé, voilà quelqu'un qui attendait quelque chose, et j'aimerais être la chose qu'il attendait. » Il ne répondit pas à cela avec des mots, car les mots qu'il avait à sa disposition étaient insuffisants. Mais il la serra plus fort dans le noir, et elle s'installa dans cet arrangement avec l'aisance de quelqu'un qui trouve la position qu'il cherchait. Le mariage eut lieu le 28 janvier 1875 à l'église dont le jardin avait été plein de zinnias en octobre et qui était maintenant sous la neige. Les petites congères blanches se pressaient contre la porte où ils s'étaient tenus un soir d'octobre, et tout avait changé. Le pasteur était un homme pratique nommé Reverend Hoyt, qui dirigea la cérémonie avec la chaleur vive de quelqu'un qui a officié assez de mariages pour comprendre que la formalité n'est pas le but. Toute la ville est venue. C'était ça avec les petites villes, songea Nora, debout dans la petite église dans sa plus belle robe. C'était un bleu profond qu'elle avait apporté de Saint-Louis et que Beth l'avait aidé à repasser la veille. Toute la ville venait à tout, ce qui signifiait qu'elle venait au début des choses comme à la fin. Elle vit Tom et Beth au premier rang, Beth avec des larmes fraîches et Tom avec sa main sur la sienne. Elle vit Pedro au 3e rang, portant une veste qu'elle n'avait jamais vue auparavant, qu'il avait clairement empruntée ou achetée pour l'occasion, assis très droit avec l'attention grave et cérémonielle d'un jeune homme qui comprend le poids d'un moment. Elle vit le vieil Garrett, qui ne jouait pas aujourd'hui, assis avec son chapeau sur les genoux et sa tête blanche inclinée. Et qu'elle vit Elias à l'avant de l'église se tourner pour la regarder rentrer, son visage faisant cette chose que son visage faisait plus fréquemment depuis novembre, l'ouverture, la libération de tout ce qu'il avait si soigneusement maintenu en place pendant si longtemps. La cicatrice était là, comme elle l'était toujours, un fait permanent et non dissimulable qu'elle avait décidé dès le premier soir être simplement une partie du tout.
comme une ligne particulière sur le visage d'une personne est simplement une partie du visage portant une histoire. Il la regarda marcher vers lui et pensa à la nuit de septembre où il s'était levé d'une chaise pour la première fois en 5 ans, et à la femme qui le lui avait demandé, et à la chance longue, extraordinaire, improbable des mois qui avaient suivi. La cérémonie fut courte. Les vœux étaient les vœux traditionnels, qui étaient, pensa Nora, plutôt bons. Quiconque les avait écrits avait clairement compris quelque chose d'essentiel sur la nature de l'engagement. Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé, pour aimer et chérir. Les mots étaient anciens et usés par l'usage, comme le manche d'un bon outil, et elle les dit directement au visage d'Elias avec toute son attention et elle pensait chaque syllabe. Il les lui rendit avec l'honnêteté délibérée d'un homme qui ne dit pas des choses qu'il ne pense pas. Le révérend Hoyt dit qu'ils étaient mariés. La ville applaudit. Pedro, au 3e rang, arborait son sourire rare et sincère. La réception eut lieu à la salle des fêtes, la même pièce où tout avait commencé, avec le même plancher de pain et les mêmes lanternes. Bien que cette fois, il y ait des fleurs, des branches de fin d'hiver que Mabel Hutchins et Beth avaient cueillies au bord du ruisseau et arrangées avec plus de créativité que la saison ne le méritait strictement. Le vieil Garrett joua, car bien sûr il joua, et il joua magnifiquement, commençant par la valse parce qu'il était un homme d'instinct et d'occasion. Et le couple dansa seul sur la piste pour la première chanson pendant que la ville regardait. Ils étaient meilleurs maintenant, bien meilleurs. L'hiver se brisa en mars, comme il se brise toujours dans la prairie du Kansas, non pas progressivement, mais par un changement soudain et décisif. Comme si la saison avait retenu quelque chose et décidait tout d'un coup de le libérer. L'herbe devint verte, les alouettes des prés revinrent, et les chevaux se tenaient dans le corral, la tête haute et les oreilles en avant, goûtant le nouvel air. Nora se tenait sur le porche et regardait le pâturage verdir, et le sentiment qu'elle éprouvait était si grand qu'il ne tenait dans aucun mot qu'elle connaissait. Alors elle se tint simplement dedans et le laissa faire ce qu'il allait faire. Elle avait repris les livres de Tom Alderman à plein temps, et 3 autres entreprises de Caldwell Creek l'avaient approché depuis le début de l'année, y compris la banque de Caldwell Creek, dirigée par un homme méticuleux nommé M. Gray, qui avait entendu parler de son travail et lui avait offert un poste qui était, selon les normes de 1875, remarquablement juste. Elle l'accepta. Elle était à la banque 3 matins par semaine, tenait les livres du ranch et gérait les comptes du ménage avec l'efficacité de quelqu'un qui aime sincèrement le travail des chiffres. La façon dont ils sont honnêtes d'une manière que les gens ne le sont parfois pas, s'additionnant toujours pour donner exactement ce qu'ils sont. Elias agrandit le troupeau ce printemps-là, ajoutant 14 stats, ce qui nécessita l'amélioration du drainage du pâturage nord que Nora avait schématisé en décembre. Pedro supervisa les travaux de drainage avec 2 hommes supplémentaires embauchés pour le mois, et ce fut fait en avril. Et cela fonctionna exactement comme elle l'avait dit, ce qui ne surprit pas Elias, et donna à Pedro une satisfaction qu'il exprima en racontant la précision du diagramme à quiconque voulait bien l'écouter. Ils tombèrent dans les rythmes d'une vie partagée de la manière dont 2 personnes compatibles y tombent. Non sans ajustement, car l'ajustement est toujours nécessaire lorsque 2 mois apprennent à exister dans le même espace. Mais sans conflit significatif, car ils étaient tous deux venus à cet arrangement avec le pragmatisme d'adultes qui comprenaient que la texture quotidienne d'une vie est faite de compromis, de communication et de la volonté de dire clairement ce dont on a besoin. Elle avait besoin de calme le matin avant d'être prête à parler. Il l'apprit dès la 2e semaine et s'adapta sans commentaire. Il avait besoin de résoudre les problèmes seul avant de pouvoir en discuter. Elle l'apprit par observation et attendit sans pression. Ils lisaient ensemble le soir, choisissant le texte à tour de rôle. Il découvrit grâce à cet arrangement qu'il avait des opinions sur la littérature qu'il n'avait jamais eu l'occasion de développer auparavant, car personne ne lui avait jamais lu ou lu avec lui. Elle découvrit qu'il était plus drôle qu'il ne le laissait paraître en public, que l'esprit qu'il contenait soigneusement en compagnie sortait pleinement en privé, un humour sec et précis qui la faisait rire de la manière qu'elle préférait, soudain et sincère, non préparé. Un soir chaud de juin, Nora lui dit qu'elle était enceinte. Elle le lui dit à la table de la cuisine après le souper, directement, car elle n'avait pas d'autre façon d'être. Et elle regarda son visage passer par plusieurs choses en succession rapide.
D'abord, une immobilité qu'elle avait appris à lire comme un traitement de l'information plutôt qu'une réaction. Puis quelque chose qu'elle ne pouvait décrire que comme un homme confronté à la meilleure version possible de son propre avenir. Et enfin, une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage auparavant, qui était une joie si complète et si peu gardée qu'elle faisait disparaître la cicatrice. Pas littéralement, mais de la manière dont la qualité essentielle d'une personne peut devenir si pleinement présente que les détails périphériques cessent de s'affirmer. Il se leva de sa chaise, fit le tour de la table et la prit dans ses bras avec la tendresse prudente et énorme de quelqu'un qui tient quelque chose qu'il ne peut croire réel. Vraiment, dit-il contre le sommet de sa tête. Vraiment, dit-elle. Il la serra longtemps sans rien dire d'autre, car ce qu'il ressentait ne nécessitait pas de mots, et ils le comprenaient tous les deux. Pedro, lorsqu'on le lui dit le lendemain matin, enleva son chapeau et le tint contre sa poitrine, avec une solennité plus émouvante que n'importe quelle réponse élaborée n'aurait pu l'être. Félicitations, dit-il de la voix formelle qu'il utilisait lorsque quelque chose comptait plus pour lui que les choses ordinaires. Et puis il dit, je réparerai la clôture du pâturage est avant l'automne, comme si cela était directement lié. Ce qui à sa manière l'était, car c'était sa façon de dire qu'il restait, que cet endroit était aussi le sien et qu'il avait l'intention de bien l'entretenir. L'été de 1875 fut l'été le plus plein dont Elias pouvait se souvenir. Il travailla dur comme il l'avait toujours fait, mais le travail était différent maintenant, portant le poids d'un but plutôt que le poids d'un simple entretien. Il améliora le toit de la grange avant septembre. Il commença le soir à agrandir la maison, ajoutant une pièce du côté est de ses propres mains, travaillant méthodiquement après le souper tant que la lumière durait. Car la maison telle qu'elle était suffisante pour deux, mais devrait être plus. Nora sortait parfois et s'asseyait sur un chevalet de sciage et le regardait travailler. Elle avait appris que ce n'était pas intrusif, qu'il aimait la voir là, que la présence de quelqu'un qui prêtait attention était différente de la présence de quelqu'un qui avait des opinions sur la rapidité avec laquelle le travail devait être fait. Elle lui apportait de l'eau et tenait occasionnellement une planche pendant qu'il clouait, et il parlait de la pièce, de ce qu'elle serait, de ce qu'il y aurait dedans. « Que veux-tu qu'elle soit » demanda-t-il un soir, tenant une planche en position d'une main et attrapant le marteau de l'autre. Elle réfléchit. « Chaude, dit-elle. C'est le principal. Je mettrai une fenêtre sur le mur sud, dit-il. Elle captera la lumière de l'après-midi. Parfait, dit-elle. La pièce fut terminée en septembre, juste avant le bal de la moisson. Elle sentait le pain fraîchement coupé, était orientée au sud et chaude, exactement comme prévu. Et ils se tinrent dedans ensemble un moment avant de la remplir de quoi que ce soit. Car l'espace vide de quelque chose qui vient d'être achevé a sa propre qualité qui mérite qu'on s'y attarde un moment avant qu'il ne devienne la chose suivante. Le bal de la moisson de 1875 fut le meilleur de mémoire récente, selon Mabel Hutchins, qui y assistait depuis avant que quiconque présent ne puisse s'en souvenir. Les tournesols étaient de retour dans leur seau en fer blanc près de la porte. Les copeaux de cèdre étaient sur le sol. Les lanternes brûlaient. Elias Holt ne s'assit pas sur sa chaise contre le mur du fond. Il arriva avec sa femme, qui était considérablement plus visiblement enceinte qu'elle ne l'avait été au mariage de janvier. Ils franchirent la porte ensemble et se dirigèrent directement vers le milieu de la pièce, car le milieu de la pièce était l'endroit où ils avaient l'intention d'être. Le vieil Garrett, qui les vit entrer et qui avait été présent à chaque étape de l'histoire depuis le début, se pencha sur son violon avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la satisfaction et commença une valse sans attendre le riel d'ouverture habituel. Ils dansèrent. Ils dansèrent comme dansent les gens qui sont devenus familiers des mouvements de l'autre, anticipant les petits changements et ajustements, habitant la musique ensemble plutôt que de simplement la jouer l'un à côté de l'autre. La grossesse de Nora était un fait qui changeait la géométrie, mais pas la qualité essentielle de la danse. Et Elias y était attentif de la même manière prudente qu'il était attentif à toutes choses, faisant des accommodations avec le pragmatisme non sentimental d'un homme qui aime quelqu'un et prend cela au sérieux. Les gens les regardaient comme ils l'avaient fait auparavant, mais la texture de l'observation avait changé. Une année s'était écoulée, et à la manière des petites villes, le changement avait été absorbé et reclassé, et faisait maintenant simplement partie de ce qui était vrai. Elias Holt était un homme qui dansait avec sa femme.
Et sa femme était une femme venue de Saint-Louis qui pouvait tenir vos comptes mieux que vous ne le pouviez vous-même. Et ils étaient heureux ensemble de la manière visible et non artificielle des gens dont le bonheur n'est pas une performance. La cicatrice était là, comme elle l'était toujours. Elle faisait partie de lui. Et la ville en était venue à comprendre cela de la manière dont la ville en vient à comprendre la plupart des choses, lentement puis tout d'un coup. Et maintenant, c'était simplement une partie de l'image de l'homme. De la même manière que Pedro faisait partie de l'image et des 48 acres et de la femme à la robe vert sauge qui était devenue la femme à la robe bleu profond, qui était devenue la femme aux vêtements d'orange usés et faciles de quelqu'un qui avait cessé de traiter sa vie quotidienne comme une apparition d'invité. Leur fils naquit le 12 novembre 1875, qui fut un matin froid et clair avec du givre sur les balustrades du porche. Et la qualité particulière de la lumière que novembre produit, fine et brillante, mettant tout en évidence avant que l'hiver ne s'installe. L'accouchement fut assisté par le médecin de la ville, le docteur Harmon, un homme compétent et non sentimental, et par Beth Alderman, qui n'était pas particulièrement non sentimentale, mais qui était d'un calme inébranlable dans toute situation qui l'exigeait, ce qui fut le cas à plusieurs reprises. Elias attendit sur le porche dans l'une des chaises, dans le froid du petit matin, les mains sur les genoux. Pedro s'assit avec lui un moment, sans mot dire, puis alla voir les chevaux, car les chevaux ont besoin qu'on s'occupe d'eux, peu importe ce qui se passe d'autre. Et c'est l'une des grâces honnêtes de la vie de ranch, que les animaux exigent de l'attention, et que l'attention est quelque chose à faire de ses mains quand tout le reste est hors de votre contrôle. Quand le docteur Harmon ouvrit la porte et dit que c'était un garçon et que tout le monde allait bien, Elias se leva de sa chaise avec une immédiateté qu'il n'aurait pas pu contrôler s'il avait essayé, et il entra. Le garçon avait les cheveux foncés, le visage rouge et semblait avoir des opinions bien arrêtées sur le fait d'être au monde, ce qu'il exprimait à plein volume. Nora était épuisée, pâle et plus belle qu'il ne l'avait jamais vue, ce qui n'était pas une évaluation rationnelle, mais était tout à fait exact. Elle leva les yeux quand il entra, et son visage s'ouvrit, la version complète, et elle tendit le paquet. Et il le prit avec des mains qu'il remarqua de loin n'être pas tout à fait stables. « Bonjour, Écité », dit-il à la petite nouvelle personne, se sentant extrêmement stupide et pas du tout stupide en même temps. « Comment l'appelons-nous » dit Nora. Il regarda le garçon. Il y réfléchit sincèrement. « James, dit-il, pour mon père. »« James Holt » dit Nora. Elle l'essaya, testant son poids. « C'est bien. » Pedro, depuis l'embrasure de la porte, dit « C'est un bon nom. » Puis il disparut à nouveau avec l'efficacité silencieuse qui était l'un de ses dons essentiels. James Holt grandit avec la vitesse et la détermination particulière que les bébés adoptent à la frontière du Kansas, comme s'il comprenait que l'environnement exigerait d'eux d'être capables plutôt que tard. C'était un bébé sérieux qui devint un bambin curieux, fasciné à l'infini par les chevaux d'une manière à la fois compréhensible et parfois terrifiante. Il avait les yeux de sa mère, le gris verdâtre qui posait des questions, et les cheveux noirs de son père. La combinaison était assez frappante pour que des étrangers le commentent, ce que Nora appréciait secrètement et qu'Elias prétendait ne pas remarquer. Le ranch grandit aussi. L'amélioration du drainage dans le pâturage nord fonctionna comme prévu, et le troupeau agrandit, prospéra. L'entreprise de débourrage de chevaux d'Elias grandit par sa réputation jusqu'à ce qu'il soit la personne à qui les éleveurs à 30 milles à la ronde amenaient des animaux difficiles. C'était un travail qu'il aimait sincèrement, le travail patient et détaillé de ramener une créature effrayée ou blessée à la confiance. Il était doué pour cela de la manière spécifique de quelqu'un qui a une connaissance personnelle de ce que signifie être considéré comme une difficulté plutôt qu'une possibilité. Nora continua à la banque. En 1876, elle était devenue de facto la chef de la comptabilité pour les registres de la banque, un poste que M. Greer avait créé par nécessité car elle était meilleure au travail que quiconque d'autre disponible. Elle tenait les livres du ranch qui étaient maintenant assez importants pour constituer une véritable entreprise. Elle siégea au comité formé pour planifier l'expansion de la ville, apportant l'analyse financière minutieuse qui empêcha le comité de prendre deux décisions distinctes qui auraient été économiquement désastreuses. Un fait que Tom Alderman et le président du comité reconnurent publiquement lors de la réunion de la ville, ce qui rendit Nora à la fois mal à l'aise et discrètement satisfaite. La ville de Caldwell Creek changeait.
Le commerce du bétail était à son apogée ces années-là, et la ville trouvait l'ajustement complexe et parfois violent entre sa rudesse initiale et la civilisation domestique que les familles et la permanence exigent. Il y avait des tensions. Il y avait des nuits où le bruit des saloons portait trop loin et la paix des foyers ordinaires était perturbée. Il y avait des disputes sur l'application de la loi, sur la question de savoir si le seul adjoint de la ville était suffisant, sur les droits des hommes qui conduisaient le bétail par rapport aux besoins des gens qui essayaient de construire quelque chose de permanent. Elias restait en dehors de la plupart de ses affaires, non par indifférence, mais par la sagesse pratique de quelqu'un qui a assez à gérer sur ses propres 40 acres et qui a vu ce qui arrive quand le drame des forces plus grandes s'en prend aux vies plus petites. Mais lorsqu'un différend surgit au sujet des droits d'eau sur le ruisseau qui bordait son pâturage nord, un différend initié par un nouvel arrivant nommé Crane qui avait acheté des terres en amont et voulait détourner l'eau pour sa propre irrigation, Elias se rendit à la réunion avec la documentation minutieuse de Nora sur l'utilisation de l'eau et les précédents juridiques qu'elle avait recherchés dans les registres du comté. Et il exposa son cas de la manière plate et directe d'un homme qui sait ce qui est juste et ne va pas élever la voix à ce sujet parce qu'il n'en a pas besoin. Il gagna le différend. Crane accepta la décision du juge du comté de mauvaise grâce et resta un voisin difficile pendant plusieurs années, mais l'eau resta là où elle avait été, ce qui était la seule chose qui comptait. La deuxième grossesse arriva au printemps de 1877. Nora le lui annonça de la même manière directe, à la table de la cuisine après le souper, et il répondit essentiellement de la même manière qu'auparavant, avec l'immobilité, la joie non dissimulée et les bras autour d'elle à la table. Bien que cette fois, James était sous la table, tirant sur la jambe de son père avec l'attention impérieuse d'un enfant de 2 ans. Elias se pencha sans regarder, le ramassa et les serra tous les deux, sa femme et son fils, dans la lumière chaude et ordinaire de la cuisine du ranch. Et il sentit la plénitude de ce moment de la manière simple qui était devenue familière au cours des 2 dernières années. Un sentiment qui n'était plus surpris, plus incrédule, mais profondément et tranquillement sûr. Le deuxième enfant était une fille. Elle arriva en octobre 1877, également au petit matin, également assistée par le docteur Harmon et Beth, également annoncée par l'ouverture de la porte pendant qu'Elias était assis sur la chaise du porche dans l'air frais de l'automne. Elle était plus calme que James ne l'avait été, observant le monde plutôt que de s'y annoncer. Elle avait les cheveux noirs de son père, et quand ils devinrent finalement clairs, les yeux sombres de son père, ce qui signifiait qu'elle regardait les choses directement avec une constance que les gens trouvaient légèrement surprenante chez un bébé. « Clara », dit Nora quand elle fut revenue à elle et capable de dire des choses. « J'aimerais l'appeler Clara. »« Clara Holt », dit Elias en la tenant. « On dirait qu'elle sait déjà quelque chose. »« Probablement, » dit Nora. Elle a écouté tout ce qui se passait pendant 10 mois. James, amené pour rencontrer sa sœur, la fixa de ses énormes yeux bruns, puis lui tapota la tête avec la douceur expérimentale d'un enfant de 2 ans, découvrant que certaines choses nécessitent un autre type de contact. Et l'arrangement tint, ce que font les familles quand elles sont bien construites. Pedro, à ce stade âgé de 20 ans, s'était épanoui de la manière dont le bon type de jeune personne s'épanouit lorsqu'on lui donne du temps, de la stabilité et un travail honnête. Il était toujours silencieux, toujours économe en mots, mais le silence était devenu celui de la compétence plutôt que celui de quelqu'un essayant de se faire petit. Il dirigeait le fonctionnement pratique du ranch avec une capacité qui avait dépassé tout ce qu'on pouvait équitablement appeler un travail d'ouvrier agricole. Et Elias avait, le printemps précédent, révisé ses arrangements pour donner à Pedro une part des bénéfices annuels du ranch, car toute autre chose aurait été malhonnête, et Elias Holt n'était pas un homme malhonnête. Pedro avait aussi, avec une économie et une absence de drame caractéristiques, commencé à courtiser une jeune femme de la ville nommée Lucia. Elle était la fille d'une des familles mexicaines qui s'étaient installées près de Caldwell Creek, avait 20 ans et enseignait le catéchisme avec une patience qui suggérait des réserves personnelles remarquables. La cour se déroulait principalement sous la forme de Pedro apparaissant aux mêmes occasions sociales que Lucia, se tenant près d'elle et parlant occasionnellement, ce qui était, pour Pedro, le déploiement complet de ses capacités sociales. Lucia semblait trouver cette approche adéquate,
ce qui en disait long et de manière encourageante sur son discernement. Elias et Nora observaient ce développement avec la chaleur de personnes qui ont un intérêt personnel à ce que les choses se passent bien. Et quand Pedro leur annonça, au printemps de 1878, que lui et Lucia prévoyaient de se marier, Nora le serra dans ses bras avec l'affection spontanée d'une femme qui avait depuis longtemps cessé de le considérer comme un employé et commencé à le considérer comme un membre de la famille. Ce qu'il reçut avec la grâce légèrement dépassée d'un jeune homme qui a été privé de famille pendant longtemps. Le mariage eut lieu en juin dans la même église avec le même pasteur. Et Elias s'y tint comme il s'était tenu au sien et pensa à la façon dont les choses s'accumulent quand on cesse d'essayer de les empêcher de s'accumuler. Quand on ouvre la porte de sa vie et qu'on permet au trafic des vrais événements de la traverser. Il avait 33 ans. Il avait un ranch en activité sur 40 acres de bonnes terres du Kansas, maintenant 54 acres depuis qu'il avait acheté la parcelle adjacente à l'automne. Un troupeau de 60 et une tête, et des chevaux qui étaient connus à 20 miles à la ronde comme les meilleurs animaux débourrés du comté. Il avait 2 enfants qui étaient entiers, en bonne santé et exigeants de la meilleure des manières. Il avait une femme qui était son égale en tout point, dont l'intelligence, le pragmatisme et la franchise avaient construit l'intérieur de leur vie comme ses mains avaient construit l'extérieur, et qui, après 3 ans, le regardait toujours avec ses yeux qui posaient des questions et parvenait à faire en sorte que les questions ressemblent à des découvertes. Il avait Pedro, qui était de la famille, et Beth et Tom, qui étaient de la famille, et le vieil Garrett, qui jouait à chaque balle, savait où tout avait commencé et qui avait la grâce et la générosité de ne jamais en faire plus que la musique. Et il dansait. Chaque 3e samedi du mois, Elias Holt était sur la piste de la salle des fêtes. Il n'était pas assis sur sa chaise contre le mur du fond, n'observait pas depuis les marges, mais au milieu de la pièce avec sa femme, se déplaçant à travers la musique avec l'aisance d'un homme qui a cessé de s'excuser de prendre de la place. Il y eut un soir, à la fin de l'été de 1878, où le vieil Garrett appela Elias avant le début du bal. Le vieux violoniste installait son instrument sur la petite estrade, et il avait l'air d'un homme qui avait réfléchi à quelque chose pendant un certain temps et avait décidé de le dire. « Je joue à ces balles depuis près de 30 ans, » dit le vieil Garrett. « J'ai vu beaucoup de gens aller et venir. J'ai vu beaucoup de choses commencer dans cette pièce. »« Je sais, » dit Elias. Le vieil Garrett serra une corde, écouta, ajusta. « La nuit où elle a traversé la pièce, dit-il sans lever les yeux, je savais quel genre de femme elle était avant même qu'elle n'arrive à mi-chemin. J'ai commencé la valse exprès, tu sais. » Elias le regarda. « Je m'en doutais, » dit-il. Le vieil Garrett leva alors les yeux, et ses yeux étaient les yeux clairs et larmoyants d'un vieil homme qui en avait assez vu pour n'avoir plus d'illusions, mais avec assez de chaleur derrière pour rendre le manque d'illusions généreux plutôt que froid. « Tu méritais que quelqu'un traverse la pièce, » dit-il. « Tu avais attendu assez longtemps. » Elias n'eut pas de réponse à cela. Il posa brièvement sa main sur l'épaule du vieil homme, ce qui était le geste qui lui était accessible, et le vieil Garrett hocha la tête et retourna à ses cordes. Les dernières années de la décennie apportèrent à Caldwell Creek des changements qui étaient à la fois inévitables et, pour ceux qui y avaient construit leur vie, doux amers. Le commerce du bétail qui avait donné à la ville son énergie volatile particulière commença son lent déclin à mesure que les chemins de fer se déplaçaient et que l'ère des grands espaces commençait sa longue fin. La ville était plus calme en 1879, ce qui était à certains égards un soulagement et à d'autres une perte, comme toute transition porte les deux à la fois. Les familles restèrent là où les hommes célibataires étaient partis. L'église eut un nouveau toit. Une école fut construite. James Holt fut inscrit à l'école à l'automne de 1879, à l'âge de 4 ans, ce qui était l'âge de départ. Il y alla avec le sérieux d'un enfant qui a été élevé parmi des adultes sérieux et capables et qui comprend que le travail est ce que les gens font de leur temps. Clara, à 2 ans, était furieuse d'être laissée pour compte et l'exprima avec une clarté et un volume que son enfance plus calme n'avait pas laissé présager. « Elle a des opinions, » observa Elias, regardant sa fille s'opposer au départ de son frère avec un engagement physique total. « Elle a absolument des opinions, » acquiesça Nora. « Je ne vois pas d'où elle tient ça. » Elias regarda sa femme. « Des chevaux, dit-elle avec une parfaite innocence. « Elle tient probablement ça des chevaux.
Il rit sincèrement et pleinement, ce qu'il faisait souvent maintenant, à la manière d'un homme qui a découvert que le rire lui est accessible et en a fait une habitude. Le rire surprenait encore les gens qu'il avait connus dans les premières années, les gens qui se souvenaient du silence prudent de l'homme sur la chaise. Et la surprise était, pensa Nora, l'une des choses les plus satisfaisantes à observer, car cela signifiait que le changement était visible, que la distance entre le passé et le présent était lisible sur son visage, même à travers la cicatrice. La cicatrice, elle était toujours là, comme elle l'avait toujours été. Elle serait toujours là. Mais dans la maison qu'ils avaient construite et la vie qu'ils avaient créée, elle faisait simplement partie du tableau. Une ligne permanente sur le visage de l'homme qu'elle aimait, aussi ordinaire et banale que l'usure des planches du porche ou la manière particulière dont la fenêtre sud captait la lumière de l'après-midi. Elle n'avait jamais, pas une seule fois, souhaité qu'elle disparaisse. Elle le lui avait dit directement lorsqu'il lui avait demandé une fois, dans les premiers mois de leur mariage, si cela la dérangeait. La question honnête d'un homme qui vérifiait quelque chose qu'il s'était toujours demandé. Elle avait dit avec la précision qu'elle apportait aux choses qui comptaient. Ce que tu es n'est pas séparable entre les parties que je veux et les parties que je changerai. C'est un tout. Et ce que tu es, c'est la personne spécifique pour qui j'ai choisi de traverser une pièce, ce que je referai demain et le jour d'après. Il n'avait plus jamais demandé. En 1880, le Ranch Holt comptait 54 acres et était prospère selon la mesure honnête d'une exploitation de bétail et de chevaux en activité dans le Kansas Post-Piste de l'époque. Il employait Pedro à plein temps avec la désignation officielle de partenaire qu'Elias avait formalisée par un document légal l'année précédente. Et il avait une réputation qui avait voyagé plus loin qu'Elias ne l'avait prévu ou espéré. Des hommes venaient des comtés adjacents pour faire travailler des chevaux difficiles. Les affaires bancaires donnaient à Nora une position à Caldwell Creek qui était significative d'une manière pratique. Ses conseils étaient recherchés et suivis dans des affaires considérablement plus importantes que la comptabilité d'un ranch. James avait 5 ans et posait des questions sur tout. Clara avait 3 ans et fournissait des réponses à des questions qui n'avaient pas été posées. Pedro et Lucia avaient un fils, Raphaël, âgé de 8 mois, que James traitait avec l'affection exclusive d'un enfant plus âgé qui a décidé que ce bébé fait partie de son territoire. Les Aldermen allaient bien. Le vieil Garrett était plus âgé mais jouait toujours, bien que le rythme des reels se soit quelque peu modéré. Ce que tout le monde faisait semblant de ne pas remarquer car cela l'aurait embarrassé. Le 3e samedi d'octobre 1880 marquait le 6e anniversaire du bal où une étrangère avait traversé une pièce et demandé à l'homme solitaire dans un fauteuil d'angle s'il voulait bien lui accorder la prochaine danse. Elias le savait. Il avait compté, non pas de manière obsessionnelle, mais avec la conscience tranquille d'un homme qui comprend que certaines choses méritent d'être marquées. Que le poids spécifique d'une occasion ne doit pas être ignoré simplement parce que le monde ne vous demande pas de le reconnaître. Il avait arrangé, avec la joyeuse complicité du vieil Garrett, que la soirée commence par une valse. Ils arrivèrent en scène ensemble comme ils étaient arrivés ensemble chaque mois depuis 6 ans. La salle des fêtes était chaude de la lumière des lanternes et bruyante du bruit préliminaire des gens qui se rassemblaient. Et elle sentait la pâtisserie de Mabel Hutchins, les copeaux de cèdre et l'air particulier d'octobre qui entre chaque fois que quelqu'un ouvre la porte, vif et pur. James était avec Beth et Tom pour la soirée, ayant été déposé là avec son petit sac et son expression sérieuse. Il planifiait déjà les jeux auxquels il jouerait et les livres de Tom qu'il demanderait à regarder. Clara était avec Lucia, qui était assez calme pour gérer les opinions de Clara, âgée de 3 ans, sans perte significative. Elias et Nora se tenaient juste à l'intérieur de la porte de la salle des fêtes, et le vieil Garrett leva les yeux de son instrument, croisa le regard d'Elias et fit un petit signe de tête délibéré. La valse commença. Elias se tourna vers sa femme, et elle se tournait déjà vers lui parce qu'elle était Nora, et qu'elle remarquait les choses, et elle avait remarqué l'arrangement avec la valse, et son visage avait l'expression de quelqu'un qui a été surpris par quelque chose qu'il aurait dû prévoir, ce qui était de la meilleure sorte de surprise. 6 ans, dit-il. 6 ans, acquiesça-t-elle. Il tendit la main. Elle la prit, entrelaçant ses doigts dans les siens comme elle l'avait fait la première nuit, et comme elle le faisait à chaque fois, avec la certitude facile de quelqu'un qui a trouvé la main qui appartient à la sienne. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ?» demanda-t-il. « La première nuit,
quand tu m'as demandé de danser. J'ai dit que j'avais espéré une valse toute la soirée, dit-elle. Tu as dit que nous étions un couple assorti, dit-il, parce qu'aucun de nous n'était un très bon danseur. Elle sourit, la version complète, celle qui ouvrait tout. Nous nous sommes améliorés, dit-elle. C'est vrai, admit-il, dans la plupart des domaines. Ils entrèrent sur la piste, et le vieil Garrett joua, et ils se déplacèrent à travers la musique ensemble, avec l'aisance de 6 ans de pratique, de 1000 soirées et de 10 000 jours ordinaires tissés dans la fluidité particulière de 2 personnes qui se sont entièrement apprises et qui apprennent encore. La pièce bougeait autour d'eux, des couples se formant, se séparant des tournoyants, des enfants se poursuivant à travers les bords du monde des adultes, des vieillards avec leurs tasses et leurs bons visages. Toute la machinerie chaude et persistante d'une communauté qui a réussi à rester elle-même au fil des ans. Nora leva les yeux vers lui pendant qu'il dansait, vers le visage qu'elle avait regardé directement depuis le premier soir, vers les yeux sombres et les cheveux noirs grisonnant légèrement aux tempes maintenant, vers la cicatrice qui n'avait jamais été autre chose qu'une partie de lui, juste une ligne honnête de plus sur le visage d'un homme honnête. « Je le referai, » dit-elle, traverser la pièce. « Je sais, » dit-il, « chaque fois, » dit-elle, « quelle que soit de la pièce, quelle que soit de la distance. » Il la regarda avec toute l'attention qu'elle lui avait donnée et qu'il avait appris à lui rendre, le regard qui ne se détourne pas, ne qualifie pas et ne retient rien. « Je me suis levé de cette chaise, » dit-il, « et je ne me suis jamais rassis depuis. » Elle serra sa main dans la sienne. Il la rapprocha légèrement, pas formellement, juste plus près parce qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Le vieil Garrett continua de jouer et les lanternes brûlaient, et dehors, la nuit d'octobre était pleine d'étoiles, et la prairie du Kansas s'étendait dans toutes les directions sous un ciel si vaste, indifférent et magnifique qu'il rendait tout petit, précieux et digne d'être conservé. Chaque soirée ordinaire, chaque jour choisi, chaque personne spécifique qui avait regardé à travers une pièce et décidé que quelqu'un assis seul était resté assis assez longtemps. La musique continua de jouer et ils dansèrent.